En février 2022, la Russie agresse militairement l'Ukraine. 4 territoires de l'Est et du Sud de l'Ukraine sont annexés par la Russie, mais l'Ukraine ne cesse jamais de se battre et de s'affirmer comme une nation indépendante. Tout au long de son histoire, l'identité ukrainienne a souvent été confondue avec la culture soviétique, et ce, même dans des sujets comme le cinéma. Le cinéma ukrainien appartient tout autant au cinéma soviétique qu'à un art original. La légende raconte que 2 ans avant les Frères Lumière, un certain Josip Timchenko aurait inventé un appareil cinématographique à Odessa dans l'actuelle Ukraine. C'est peu dire de l'importance du cinéma pour cette ville et pour son peuple. Odessa, cette ville qui encore aujourd'hui accueille tous les ans un important festival européen, fut parmi les premières à se construire en tant que cité du cinéma. C'est pourquoi nous allons nous demander comment le cinéma ukrainien évolue tout au long du XXe siècle en se démarquant du cinéma soviétique. Le cinéma odessite se fonde sur le territoire du bassin de la mer Noire et concurrence ouvertement l'industrie cinématographique de Gaumont et de Pathé. Il apparaît dès le début du XXe siècle des ateliers de cinéma à Odessa, comme le Mirographe ou le Mizrak. Les premières sources d'inspiration des créations cinématographiques sont principalement issues de la littérature yiddish, une littérature juive de l'Europe centrale. Nombreux autres studios apparaissent après la révolution d'octobre 1917. En 1919, tous ces studios s'organisent et se regroupent autour du VOFKU, la Direction générale de la photocinématographie d'Ukraine, au studio d'Odessa. Une nouvelle stratégie se met en place, exercer un monopole unilatéral en se fondant sur les critères de la nouvelle politique économique et sur une politique d'indigénisation. Cela permet ainsi une indépendance dans les choix de films abordés au studio d'Odessa. On voit apparaître ainsi dans les films des questions nationales, de diversité culturelle ou encore des combats contre l'antisémitisme. Pourtant, des clivages apparaissent entre les cinéastes ukrainiens et les cinéastes russes. Les réalisateurs réactionnaires nationalistes comme Lopatinski, Stabovii ou encore Dovzhenko s'opposent au lobby moscovite dirigé par Kapczynski. Ceci eut pour effet d'entraver la circulation des films au sein même de l'Union soviétique. Les années 1920 firent pour le cinéma ukrainien, mais surtout odessite, une période prospère et très créative. La moitié des films distribués sont produits par des réalisateurs en Ukraine. Cette période est marquée par un cinéma qui appartient au style du réalisme socialiste propre à l'URSS. Cependant, le cinéma ukrainien va se l'approprier sous différentes formes. Tout d'abord sous la forme d'un cinéma historique et biographique mené notamment par Piotr Tchardinin avec un film culte Taras Triasilo, en français Les Tartares. Il retrace la lutte de l'Ukraine au XVIIe siècle contre la Pologne et les Tartares, où le pays s'unit pour repousser l'agresseur. Alexandre Dovzhenko est considéré comme l'un des fondateurs du cinéma ukrainien. Il a largement profité de l'âge d'or de ce cinéma dans la fin des années 1920, avant le début du contrôle soviétique sur les productions cinématographiques. Ses 3 plus grandes œuvres sont Svenigora et Arsenal, produites en 1928, et La Terre, en 1930, formant la trilogie ukrainienne. Il tombe malheureusement en disgrâce après la mise en place de la tutelle moscovite. Autre style bien particulier, le ciné-œil, un cinéma mis en pratique par Dziga Vertov, dans L'homme à la caméra ou encore Symphonie du Donbass. Le cinéaste a pour ambition de décrire, de se fondre dans le monde qu'il regarde. Vertov décrit une société idéale pour permettre des changements et la rendre meilleure. Ses œuvres prennent un regard largement socialiste, en allant jusqu'à l'indiscrétion. Un thème qui revient très souvent dans le cinéma odessite est celui de la mer, de la cité portuaire. Odessa est un port donnant sur la mer Noire. Le cinéma odessite a contribué à former une culture post-révolutionnaire. La révolution est expliquée, justifiée et exaltée. Il existe ainsi dans ce cinéma une hégémonie de la solidarité des classes et de l'internationalisme inspiré par les mythes ukrainiens. Le cinéma odessite s'inscrit d'abord dans une culture protéiforme avant de devenir un postulat idéologique. Les films odessites furent diffusés partout dans le monde. En 1928, 13 longs métrages furent achetés par la société française Pathénor. Les films de société russe subissent une restriction avec l'utilisation de visas d'exploitation. Le cinéma odessite va quant à lui être plus avant-gardiste et fut très apprécié par le public et les critiques. De nombreux réalisateurs du cinéma odessite furent étrangers. Il y eut beaucoup de Russes, tels que le réalisateur Piotr Tchardinin, et également de nombreux acteurs. Léonid Mougouet, un réalisateur français d'origine russe, y a appris le métier. Il fut parmi ceux qui essayèrent de promouvoir des films non slaves, des fictions adaptées des œuvres d'écrivains occidentaux, dans un objectif de s'inspirer du cinéma hollywoodien. Cette idée d'un Hollywood ukrainien apparut en 1928 avec l'apparition d'un studio à Kiev.
Il y eut également une tentative de construction d'une cité du cinéma en Crimée. Malheureusement, aucune de ces tentatives n'aboutit à une réussite. Après la fructueuse période dorée pour le cinéma ukrainien à la fin des années 1920, va débuter une période plus compliquée, marquée par un contrôle soviétique et une censure. En 1934, la doctrine du réalisme soviétique devient officielle et obligatoire pour permettre une diffusion du film. À partir des années 30, l'auteur du film n'est plus le réalisateur, mais le scénariste. Cette évolution littéraire du cinéma s'explique par des raisons de censure. Staline s'était exprimé sur cette question. Je cite, eux, en parlant des réalisateurs, ils n'ont fait que tourner ce que les autres ont écrit. Durant cette période, ce sont les scénaristes qui sont mis en accusation, lorsque leur récit n'est pas accepté par le pouvoir soviétique. Il y a ainsi différentes manières de censurer un travail artistique. Il y a le remaniement imposé, une distribution réduite, voire refusée, ou la copie symbolique du travail. En avril 1932, le Kremlin dissout toutes les organisations artistiques indépendantes. Se développe alors dans les années 1930 un rapport entre le pouvoir bolchevique, les professionnels du cinéma et le public. Pour permettre à un film d'être diffusé, il fallait obtenir l'autorisation de la Glavrepertkom. Si le film ne convient pas aux attentes de ce comité, il est censuré. Dans les années 1930, le cinéma soviétique en général voit de nombreux films interdits, certains tout simplement détruits. Il existe pourtant une accalmie relative durant les années 1939-1941, permettant un nouveau souffle d'indépendance au studio après les difficiles années de la terreur. C'est à ce moment-là notamment que Dovzhenko va réaliser des films comme Bukovine, Une terre ukrainienne ou encore Storch. Deux films qui sont des films historiques à caractère nationaliste ukrainien. En 1934, le son rejoint le cinéma sous forme de musique. L'accordéon, premier long métrage d'Igor Stavchenko, est un des premiers musicals soviétiques. Le cinéma soviétique, et par extension le cinéma ukrainien, a toujours pour vocation d'éduquer les masses, de rassembler. Dès Lénine, le cinéma est considéré comme un art de propagande. Pour Staline, le cinéma doit montrer la réalité du pays, incarner des héros, s'opposant à des ennemis communs. Le cinéma ukrainien n'échappe pas à cette Staline fiction. Le cinéma ukrainien a toujours été proche du cinéma soviétique dans son style, mais s'est démarqué tout au long de son histoire en évoquant des sujets propres à son passé et à son identité. En 1956, lors du 20e congrès du parti, Khrouchtchev dénonce les crimes commis par Staline. Une nouvelle génération de cinéastes et écrivains apparaît, imposant de nouvelles formes, de nouveaux sujets, prenant des approches diverses. Le principal réalisateur ukrainien des années 1950-1960 est Sergueï Parajanov. Il y a aussi dans les années 1970-80 le réalisateur Andrei Tarkovsky. On découvre son style caractéristique et très controversé, par exemple dans Les Chevaux de Feu, une adaptation libre du roman de l'écrivain ukrainien Mikhail Gotsubinskil. Il apparaît ainsi dans ce mouvement le cinéma poétique ukrainien. L'attention est portée à l'expressivité visuelle et aux motifs surréalistes et ethnographiques, par opposition au réalisme soviétique. Ce cinéma est considéré comme l'héritier d'Alexandre Dovzhenko, dont le studio de Kiev sera renommé en son honneur. Les années 1960-70 sont considérées comme un âge d'or où des films comme L'être perdu de Boris Iltchenko ou encore Dangereux mois de septembre de Léonid Ossika apparaissent. Malheureusement, après la chute de l'Union soviétique, le manque d'aide et le démantèlement du système de distribution des films entraîna la chute du cinéma ukrainien. Après une période de crise d'une vingtaine d'années, le cinéma ukrainien arrive à renaître, soutenu par une politique de financement du cinéma et l'émergence d'une nouvelle génération de réalisateurs. Ce cinéma nouveau cherche à témoigner des événements politiques, culturels et sociaux de l'Ukraine. Ce cinéma est caractérisé par le cinéma documentaire. Beaucoup de réalisateurs filment la réalité d'une population en mouvement. Cela est dû premièrement aux événements politiques comme la guerre en Crimée ou la guerre dans le Donbass qu'il a fallu documenter. Puis deuxièmement, au fait que les projets de fiction sont très coûteux. Autre point commun aux réalisateurs ukrainiens, une narration décoloniale. Ce sujet prend sa source avec la révolution de Maïdan, qui fut filmée et racontée par Sergueï Loninza dans son film Maïdan, sorti en 2014. C'est un modèle pour beaucoup de jeunes réalisateurs. L'influence artistique provient largement de l'Europe.
l'Ukraine se détournant alors de la Russie pour trouver sa voie. Le cinéma emploie désormais l'ukrainien comme langue, soutenu par un financement public visant les films usant de la langue officielle. Et plus récemment, depuis le début de la guerre en Ukraine, témoigner est devenu un moyen d'affirmer l'authenticité du territoire ukrainien.